Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon fidèle co-animateur Loïc. Comment ça va Loïc ? Salut, ça va et toi ? Ça va. T'as pas dit bonsoir à toutes et à tous cette non. fois ? Et non, je me suis dit que comme T'as je le exprès. ratais à chaque fois, je disais toujours 2 fois toutes, parce qu'en fait je ne parle qu'aux femmes a priori. J'ai décidé d'enlever cette partie. Bien Je dis joué. juste bonsoir pour être sûr de ne pas dire de conneries. Bien joué, moi je l'attendais, ouais, je suis un peu déçu mais c'est pas Du grave. coup, c'est pas grave. Tu veux le rajouter, le découper dans notre épisode Non, pour le remettre ? ça va, Ok. mais ouais, trop content d'enregistrer. Ce soir, on reçoit Natacha. Bonjour Natacha. Salut, Comment ça va ? ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de physico-chimie de la matière condensée, parce que tu fais une thèse dans ce domaine de recherche. Donc, tu es Natacha Bessoué, tu travailles dans le laboratoire des composites thermostructuraux et dans l'équipe élaboration et procédés. Tu as fait ta thèse, tu es en train de finir ta thèse à l'université de Bordeaux. Tu soutiens bientôt d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça va être les questions de la fin de la pression, de comment ça va. Et tu es sous la direction de Sylvain Jacques et de Gérard-Louis Vignol. C'est ça, tout à fait. Parfait. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait comme étude et comment tu en es arrivé à faire une thèse dans ce domaine-là particulièrement ? Bon, moi, j'ai un parcours plutôt classique. J'ai commencé par faire S, sans trop me poser de questions. Vraiment, Ouais. la science, on va dire que c'était moi. J'avais pas trop de doutes sur ça. Après un bac S, du coup, j'ai voulu faire une prépa. J'ai été refusée à cette prépa. Ah. Donc là, mes plans se sont effondrés. Et en 9e vœu, donc à l'époque, il y avait un ordre sur nos vœux. J'avais mis une petite prépa intégrée, physique-chimie, où des connaissances de mes parents m'avaient dit « Mais si, mais les prépas intégrées, c'est très bien ». J'ai été refusée à toutes les prépas normales et acceptée sur cette prépa-là. Je ne savais pas vraiment ce qu'on pouvait faire après. C'était vraiment... je l'avais mis ce choix, mais je n'avais pas vraiment regardé ce que c'était. Et en fait, je me suis retrouvée du coup, au cycle préparatoire de l'Université de Bordeaux. C'est donc une prépa intégrée à l'Université de Bordeaux qui permet d'intégrer après des écoles d'ingénieurs différentes. Et moi, en fait, j'étais préinscrite à l'école d'ingénieurs donc de chimie de Bordeaux, Ok, trop bien. sans le savoir vraiment. Donc, j'ai suivi cette prépa pendant 2 ans. Parcours chimie-physique, spécialité physique et chimie inorganique. Donc, je me suis plutôt orientée vers les matériaux, même en prépa. Et ça a continué du coup en école d'ingénieur que j'ai suivi aussi à Bordeaux. Et donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2021 avec une spécialité matériaux avancés. Et après cette école d'ingénieur, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, moi, j'ai toujours été passionnée de sciences. Donc, j'ai commencé à chercher un boulot. Et puis regarder les thèses un peu, je me dis la science c'est quand même pas mal, moi j'aime bien. Et j'ai trouvé du coup une thèse dans ce laboratoire que je connaissais déjà, qui était juste à côté de mon école d'ingé. Et du coup j'ai fait 3 ans de thèse dans ce labo sur les matériaux composites à matrice céramique. Ok, trop bien. J'ai pas saisi la différence entre une prépa et une prépa intégrée, ça veut dire qu'il y a déjà l'école d'ingé derrière la prépa qui est c'est choisie. Ok. Prépa intégrée souvent, donc des fois c'est dans les mêmes établissements, donc on fait pas 3 ans dans l'école mais 5. Ok. Moi c'était une prépa à l'université, mais je savais déjà que j'allais dans l'école d'ingénieur qui était dans la rue d'à côté. Ouais, d'accord. Et le deal, c'était d'avoir 11 de moyenne sur les 2 ans. Donc, il n'y avait pas de concours, pas de compétition. Il fallait juste avoir le niveau pour passer en école. Ok. Parce que moi, ça me fait penser, quand j'étais en licence, j'avais eu l'opportunité de faire un peu... Je pense que je pouvais rattraper cette passerelle-là et j'avais été reçue. Est-ce qu'il y a des passerelles pour rentrer dans ce truc-là chez vous ? C'est pas celle-là, mais peut-être une autre. Parce qu'en biologie, j'avais eu un truc où je pouvais, à la fin du premier semestre de licence, me dire, en fait, finalement, je vais faire la prépa de la fac. Et ça me permettait de faire un genre de BCPST, mais via la fac. Peut-être. Je connais pas de cas qui ont rattrapé après une licence, mais en vrai, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui le font. Ou alors, c'est une prépa différente, mais c'est seulement un an. Mais c'était que à la fac. C'est pareil, c'était en 2 ans. Et j'avais une pote qui l'avait intégré directement après le lycée. Et moi, j'avais eu l'opportunité, parce que j'étais sur le dossier, de rentrer en mode sup. Après Bon, finalement, j'y suis pas allée, mais je pouvais y aller. Et j'avais l'impression que c'était un peu ça. Mais je savais pas qu'on était rattaché directement à une école d'ingé. Moi non plus. Et en fait, du coup, on était tous ensemble en prépa. Il y en a qui allaient en chimie, d'autres en maths physique, d'autres en agro.
Et au fur et à mesure des semestres, même en prépa, on se séparait, du coup les cours se séparaient, spécialisés pour l'école où on allait aller si on avait le niveau. Okay. Et c'était... Je pense qu'on a eu le même niveau que ceux qui ont fait les prépas normales, sauf que moins de pression, puisque pas de compétition. Ouais, bien sûr. Et le but, c'était pas de nous assassiner en connaissant les théorèmes de maths par cœur. Il fallait juste savoir faire des maths. Et on passait. Et comprendre et voilà. Faire, oui. Bon, ce qui est déjà terrifiant pour moi, mais... Savoir faire des maths, on s'arrête là. Mais ok. Et du coup, ce sujet de thèse, c'est un sujet qui a été proposé et que tu as choisi, ou tu as contacté d'abord tes professeurs avec qui tu as discuté d'un sujet possible? Ça s'est passé comment? Alors souvent en sciences, c'est des sujets qui sont proposés par les laboratoires, surtout dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, parce que c'est un laboratoire qui est en co-tutelle avec 2 gros industriels, donc Safran et le CEA. Et en fait, c'est surtout ces industriels qui proposent des sujets et nous, on y postule comme un boulot, en fait. Safran, c'est aéronautique? Oui, c'est ça. C'est un motoriste. C'est une entreprise qui fabrique des moteurs d'avion. Et l'autre, c'est quoi? Je connais pas. Le CEA, c'est le centre d'énergie alternative et du nucléaire. Donc, c'est des gens qui travaillent sur plein de choses différentes, mais qui travaillent aussi sur les réacteurs nucléaires. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de technologies qui sortent de ce centre. Ils sont un peu éparpillés partout en France. On connaît bien ici à côté de Bordeaux le CEA CESTA qui a le laser mégajoule. C'est un appareil, un gros laser qui permet d'étudier la matière et qui est très connu dans le monde. Et du coup, la thèse, elle est en partie financée par ces entreprises-là? Ouais, voilà. Moi, c'était par Safran et j'étais salariée Safran aussi. Donc moi, j'ai fait une thèse CIFRE. Ouais. Donc on est à moitié salarié, à moitié étudiant. Et on a un salaire d'ingénieur. Et on est payé pour faire nos recherches et l'entreprise utilise nos recherches pour développer leur technologie. Trop bien. Tu nous avais envoyé un résumé très scientifique que j'ai pas tout compris et un résumé grand public que j'ai beaucoup plus compris. Du coup, dans ce résumé, tu parlais du contexte économique et écologique qui fait que maintenant, vous cherchez à remplacer certains matériaux dans les moteurs des avions et des fusées. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire déjà quels sont les matériaux que vous cherchez à remplacer et pourquoi vous voulez changer ces matériaux spécifiquement? Donc, comme je l'ai dit, moi j'étais employée par Safran et c'est une nouvelle filiale de Safran qui s'appelle Safran Ceramics. Et eux, ils ont fait le pari du coup de développer des nouveaux matériaux pour modifier les moteurs et remplacer les super alliages nickel et cobalt des moteurs d'avion par des matériaux en céramique. Et pourquoi remplacer ces matériaux métalliques? Alors le but, c'est de remplacer les matériaux qui sont dans les parties les plus chaudes des moteurs pour pouvoir chauffer les moteurs beaucoup plus fort et pour améliorer les rendements des moteurs et rendre le rendement plus écologique et que le moteur consomme moins avec la même quantité plus de puissance avec la même quantité de carburant. En chauffant le carburant plus fort. Et aujourd'hui, on est limité avec les matériaux métalliques parce que si on les chauffe trop fort, ils fondent. Alors que là, les matériaux céramiques, eux, on peut les chauffer beaucoup plus fort et eux, ils fondront pas. Donc c'est ça, on va dire, le gros de tout le travail que Safran et d'autres aussi motoristes développent dans le monde. C'est développer ces matériaux qui sont très compliqués à fabriquer pour remplacer ces métaux qui deviennent bloquants aujourd'hui sur les technologies des moteurs. Ils sont bloquants que du point de vue pratique où justement ils fondent, ou est-ce qu'ils sont bloquants aussi pour l'extraction, le contexte économique, écologique qui fait que je suppose qu'on les récupère dans des mines. Les mines, on ne fore pas forcément en France, donc c'est dépendant d'autres pays potentiellement. Alors, moi, je pense que c'est surtout pour améliorer les rendements des moteurs et pas forcément... parce qu'au final, fabriquer des matériaux métalliques, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut faire des formes complexes, on peut les usiner, alors que les autres matériaux qu'ils essayent de développer, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on va dire que le plus important, c'est chauffer plus fort et que ça résiste mieux aussi aux environnements extrêmes. Et ça, les métaux, ils supportent pas au bout d'un moment. Ouais, je pense que tu poses la question parce que tu penses aux matériaux qu'on peut utiliser dans les téléphones ou des matériaux rares. Comme c'est des métaux, je me dis, il y a forcément un truc de si on ne fore pas à 3 mètres de chez nous, à un moment donné, il va falloir qu'on négocie peut-être avec, je sais pas, le Congo, le Nigeria ou un endroit où il y a une mine,
l'Australie ou peu importe. Et donc du coup, il y a des échanges économiques qui se font, qui font que ça coûte peut-être plus cher que de le fabriquer toi-même le truc. Mais Après, c'est peut-être possible pas. qu'il y ait des alliages très particuliers Ouais. dans l'aéronautique qui peuvent poser problème par rapport justement à l'approvisionnement du Mais là, on de parle de l'élément. matériaux assez classiques pour le coup. Je pense pas que le ce soit les plus nickel compliqués. cobalt, c'est pas les plus rares, je pense. Ouais, clairement. Ok. Moi, je sais pas à quoi ça sert de base, mais si quelqu'un peut m'aiguiller. Comment ça? Le nickel et le cobalt. C'est des super alliages qui tiennent aux températures. Donc, quand on dit un métal, ils tiennent à plus de 1000 degrés. Quoi. Donc, C'est juste pour faire des c'est parties du d'un costaud, quoi. moteur Ok, ouais. qui ont besoin d'avoir Ouais, des mais dans le quotidien, tu vois, j'imagine si c'est quelque chose de courant, je sais pas. C'est trop. pas courant. Parce que ça coûte trop cher à fabriquer. Oui, dans le quotidien. En fait, ça a des propriétés tellement spécifiques que dans le quotidien, enfin, tu vois, pour faire des poignées de porte, ce serait un peu Oui, non, overkill. Ouais, c'est ça. Et sauf si tu veux des super poignées de porte. Tu savais que mes poignées, elles sont en cobalt. Et personne ne peut les forcer. Ouais. Je risque voilà. pas de faire un trou dedans, je te le dis. Alors même pas, mais on peut les chauffer hyper fort. C'est pas de- Mais ils fondront pas non plus. Eh ben, c'est super pour protéger une banque, par exemple. Bon, j'ai pas de banque, Effectivement. mais imaginons. Ok. Vas-y, je t'en prie. Ok. J'étais sur quoi? On peut peut-être en venir du coup. Bah, je- Ouais, vas-y, je t'en prie. alors. Du coup, j'ai trouvé ma question. Dans le moteur spécifiquement, ces matériaux-là, de base, ils sont placés où? Ils servent à quoi? Alors du coup, c'est les pièces qui sont chauffées à haute température. Donc, c'est les chambres de combustion et les tuyères. Donc, c'est la partie chaude du moteur où là, on va avoir les réactions chimiques de combustion et l'extraction des gaz. Ok. Donc, c'est toutes ces parties qui chauffent très fort et qu'il va falloir protéger. Parce que du coup, dans le moteur, il y a plein de choses qui rentrent. Donc, il y a de l'eau, il y a de l'air. Et tout ça à 1000 degrés. Et c'est vraiment un environnement très, très agressif pour les matériaux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très particuliers aujourd'hui. Et que ceux qu'on développe, il faut qu'ils soient encore plus costauds. Parce qu'on a toujours des environnements qui deviennent de plus en plus agressifs. Et plus on chauffe. Donc, voilà. Alors, Ok. ces matériaux sont aussi utilisés dans les tuyères. Donc, dans on va dire la partie où on éjecte les gaz pour les fusées, pour les missiles. Ok. C'est aussi des matériaux qui sont utilisés comme protection thermique pour les capsules spatiales, par exemple. Donc, Ok. c'est vraiment toutes les applications où on chauffe vraiment très On fort. change vraiment C'est ce énormément. genre de matériaux qu'on va utiliser. Ok. Et donc, si on en vient à l'alternative que vous essayez de développer, donc tu nous as parlé de céramique, c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé dans ce podcast, puisque on l'a fait avec Lucas, Luc, qui en développait donc pour le blindage, notamment militaire, puisque ça avait des propriétés assez intéressantes de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous dire, alors, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce que c'est une céramique, ce que peut la différencier d'un métal ou d'un polymère? Et est-ce que ça s'utilise déjà? C'est quoi les problématiques avec ce nouveau matériau du coup? Donc, la céramique, c'est un matériau qui est connu depuis l'Antiquité. J'ai écouté l'ancien podcast, donc... Ah, t'as écouté Luc? Oui, Cool. j'ai écouté. Et c'est vrai que c'est plutôt proche, moi, donc les applications où donc il a dit que c'était un matériau fragile. Donc c'est ça, la céramique, c'est un matériau qui tient extrêmement bien la température. Donc on peut le chauffer vraiment très fort. Hein. Dans nos poêles, souvent, des fois, il y a des briques au fond du poêle. Mais tout ça, c'est de la céramique. Ok. Donc ça tient extrêmement bien à la température. Mais le problème, c'est que c'est fragile. Donc une pichenette et la ça pièce, éclate. elle est en deux. Ouais. Vous imaginez donc une pièce en céramique donc monolithique, c'est-à-dire pleine, dans un moteur d'avion. Si le moteur il finit en 1000 morceaux, ça va pas le faire. Donc, ce que développe mon laboratoire, c'est des matériaux céramiques, mais un peu particuliers. On va venir les renforcer. Donc, Ok. c'est pour ça que c'est des composites à matrice céramique. Donc, c'est des céramiques. Et à l'intérieur, on met des fibres de céramique pour pouvoir renforcer Ok. le matériau et qui ne s'éclate pas en morceaux au premier choc. Donc, on passe d'un matériau qui est ultra fragile à un matériau bien plus costaud et avec toutes les propriétés de la céramique par rapport à la température et aux tenues en environnement extrême. Et vous arrivez à obtenir des propriétés comparables en résistance aux métaux, par exemple, ou on en est loin en termes de résistance mécanique? Alors, la résistance mécanique est plutôt bonne. Ça, c'est dû aux fibres qu'on y met à l'intérieur. Rajouter des fibres, ça améliore le comportement mécanique. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'associer la mécanique
donc aux configurations extrêmes qu'elles subissent. Donc quand on va ouvrir une fissure, le matériau ne va pas casser en deux. Par contre, du coup, l'oxygène va s'infiltrer et va détruire le matériau. Et tout ça, c'est des problématiques donc, sur lesquelles travaille le laboratoire. C'est la combinaison des propriétés mécaniques et de la chimie d'oxydation que va subir le matériau dans le moteur qui sont super difficiles à contrôler, à développer. Ok, parce que la dégradation principale qu'il va subir, c'est de l'oxydation, du coup, Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça. Ok, trop bien. Mais du coup, on peut peut-être se lancer dans la problématique un peu plus spécifique de la thèse et voir un peu quelle est la question que tu t'es posée précisément vis-à-vis de ces céramiques. Qu'est-ce que tu as essayé de leur apporter ou de mesurer? Donc moi, je travaille en élaboration. Donc moi, le but, c'est pas de travailler sur son comportement, mais c'est de le fabriquer. Ok. Donc moi, j'ai travaillé donc, dans le côté élaboration voie gazeuse. Donc mon travail, c'était de remplir le tas de fibres que j'ai en céramique de céramique. C'est le plus dur parce que un métal, on peut se dire on peut le couler. Donc c'est plus facile. Une céramique, ça se coule pas. Alors ça peut se friter. On prend de la poudre, on la tasse, on la chauffe fort et on en fait une pièce. Ça, c'est la terre cuite. Sauf que le fait de chauffer fort et de compresser, on casse toutes les fibres. Donc ça marche pas. Enfin, ça marche mal. Ouais. Et il y a un petit procédé qui est un peu particulier, donc qui s'appelle la CVI, ça s'appelle Chemical Vapor Infiltration. Et on va fabriquer de la céramique avec du gaz. Okay. Donc on prend un four, on y met nos fibres, on injecte un produit chimique, qui est ce produit. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire une céramique. Et on chauffe tout ça à 1000 degrés. Et en fait, on dépose de la céramique en fines couches, petit à petit, atome par atome. On dépose très lentement de la céramique. Et le but, c'est de fabriquer le matériau entièrement avec cette méthode. Ok, mais du coup, tu fabriques ton matériau avec déjà... T'intègres tes fibres en fait petit à petit quand tu construis le matériau dans ta matrice. On va dire qu'on prend un tas de fibres simples. Donc souvent, c'est déjà des tissus, ce qu'on appelle. Donc c'est des trucs tissés comme un vêtement. On les empile. Et entre ces fibres, il y a de l'espace, mais sauf que je travaille avec un gaz. Donc le gaz, il peut rentrer partout. Donc il va rentrer entre les fibres. Et il va déposer de la matière autour des fibres jusqu'à tout remplir. Ok. Donc en fait, tu as une phase qui est déjà plus ou moins solide et qui va venir se faire compléter avec une matrice autour par le dépôt du gaz. C'est ce qu'on appelle la matrice, c'est ce qui entoure les fibres et c'est ça que moi je fabrique. Ok. Et est-ce que tu avais des hypothèses de travail sur qu'est-ce que ça devait être à la fin pour que ce soit validé par rapport à ce que tu cherchais par exemple? Alors le sujet de ma thèse, c'est travailler sur ce procédé-là pour les densifier au maximum. Ok. En fait, quand le gaz il s'infiltre dans les fibres, des fois, ça ne se passe pas super bien. Et la plupart du temps, on va dire que le procédé classique où on chauffe le four de manière homogène, le matériau, il a des trous partout. Ok. Et un matériau avec des trous, c'est des défauts. Et là, ça fait des points d'entrée pour les fissures. Dès qu'on va avoir... Ou alors l'oxygène. Dès qu'il va s'infiltrer, ça va être la catastrophe. Donc le but, c'est d'avoir un matériau le plus dense possible en utilisant cette technique. Ok. Et moi, du coup, j'ai utilisé un procédé particulier qui s'appelle le gradient thermique. Donc, au lieu de chauffer le matériau, enfin mon tas de fibres de manière homogène, comme un four normal, je vais le chauffer qu'un côté de ma pièce, donc qu'un côté de mes fibres, pour contrôler là où j'ai mes réactions chimiques et remplir entièrement mes fibres. Ok. Donc, tu faisais petit à petit, en fait, tu te décalais un peu sur ta pièce pour chauffer petit à petit. C'est ça. Parce que la réaction est donc température dépendante. C'est ça qui va favoriser le dépôt de ce qu'il y a dans le gaz ou le gaz lui-même. Ouais, je veux dire, le gaz ne dépose de la céramique que là où c'est très chaud. Et comment tu fais pour contrôler ponctuellement la température? Parce que dans un four, je visualise pas. Faudrait des petites chambres séparées. Sur une plaque. On le pose sur une plaque. Il y a la plaque qui est chaude. Et là où c'est en contact avec la plaque, c'est chaud. Et de l'autre côté, c'est froid. Et du coup, par là où c'est froid, le gaz, il peut passer parce qu'il ne réagit pas. Et là où c'est chaud, il va déposer en quantité et on va pouvoir remplir toute la pièce comme ça. D'accord. Et du coup, cette méthode, c'est vous qui l'avez mise au point? Elle existait déjà? Ton but, c'est quoi? C'est de l'améliorer ou vraiment de faire une validation de méthode? Alors, cette méthode, elle existe depuis des années avec des configurations très différentes. Il y en a, ils utilisent des plaques, d'autres, ils utilisent des micro-ondes. Donc, ils chauffent le cœur de la pièce avec des micro-ondes.
d'autres avec des éléments chauffants centraux. Il y a plein de configurations différentes. Ok. Ce qui est difficile, c'est que du coup, moi, je travaillais sur le carbure de silicium. Et ça n'a pas été forcément très étudié. Et le but, c'était de dépouiller le procédé, vraiment, de le retourner dans tous les sens pour essayer de comprendre un maximum et la physique, la formation de ce gradient thermique et la chimie qui se passait dans ce four qui, en fait, du coup, est quasiment que froid, sauf là où on dépose. Et c'est ça qui était particulier. Et moi, le but, c'était de tout décortiquer. Ok. Et donc, à partir de là, tes méthodes pour évaluer la qualité des paramètres que tu as utilisés. Donc, j'imaginais que tu faisais varier les paramètres, tu obtenais un matériau qu'ensuite tu testais pour voir ce que ça a donné. Ouais, c'est ça. Tu mesurais quoi comme paramètre sur ce matériau dessus? Je regardais à quel point il avait été densifié. Donc, Ok. je regardais la porosité du matériau, à quel point, qu'est-ce que j'avais déposé, parce que des fois, ça dépose pas vraiment la céramique qu'on veut. Il y a la Ça théorie fait et la pratique. Voilà, ça fait un peu ce que ça veut. Et ce qui est pas facile, c'est que c'est un peu une boîte noire, donc c'est des fours qui chauffent à plus de 1000 degrés, donc ils sont complètement isolés, donc Ouais, on bien ne sûr. peut pas regarder ce qui se Tu vas passe. pas mettre la main de temps en temps en mode alors, est-ce que ça se passe bien? Alors, des fois, il y a des petits hublots, mais du coup, ils sont devenus noirs, donc on voyait plus rien. Ouais. Donc c'est un peu la surprise. On fait tourner ça pendant une journée, le four, et puis quand on ouvre, on fait « Oh, c'est bleu, oh, c'est rose, mais là, il n'y a rien. Ouais. » Voilà. Et ça a été ça pendant peut-être 1 an et demi où vraiment, j'avais que des trucs bizarres. J'ai mis du temps à maîtriser cette machine. Donc c'était une grosse machine, nouvelle machine en fait. Ok. Et j'ai dû me battre avec elle pour c'est avoir le des crash trucs, test pour savoir comment ça marche. Et... Ouais. Parce que personne n'avait la réponse. Enfin, on m'a mis cette machine-là qui avait été dessinée sur plan. Et on Oui, m'a dit, d'accord. tu nous dis ce que ça donne. Voilà, amuse-toi bien. Voilà. Ouais, elle n'était même pas calquée sur un four existant. Non, c'était complètement nouveau. Ok. Et donc, les paramètres mesurés sur la pièce une fois que tu l'obtiens? Je regarde quel type de céramique ça a déposé, la quantité, et est-ce que ça a fait des choses bizarres. Et donc souvent, c'est des procédés qui sont très longs. Et moi, en laboratoire, j'étais pas capable de fabriquer une pièce entière. Donc du coup, j'utilisais de la modélisation pour anticiper comment ça allait finir, en regardant le début. Ok. Ouais, exactement comme Luc, du coup, qui faisait ça également. Ouais. Au bout d'un moment, tu peux pas juste faire de l'expérimentation physique Non, tout le c'est temps. impossible. Tu t'aides de modèles que tu vas venir améliorer avec ton expérimentation et comparer, etc. Ouais. J'imagine. Parce qu'en laboratoire, en industrie, une pièce assez petite, il faut la faire tourner pendant 150 heures et c'est des fours industriels qui tournent pendant 3 jours. C'est des opérateurs qui font les 3-8 pour que ça tourne. Et moi, en laboratoire tout seul, j'avais une journée et pas plus. Ouais, c'est vrai qu'on pense pas toujours à ça. L'expérimentation, des fois, ça demande de venir littéralement tous les jours, quoi. Donc, tu te retrouves samedi et dimanche au labo le matin à te demander ce que tu es en train de faire de ta vie. Il y a forcément des phases. Je suis là à regarder mon four, on est samedi. C'est ça. Ok. Du coup, ça veut dire que tu t'es aussi spécialisé en modélisation informatique, tu as dû te former, tu t'aides de collègues, ça se passe comment Alors ça a été la partie difficile pour moi. Où, à vrai dire, moi je suis vraiment très expérimentale et ça a été assez difficile pour moi de me former sur tous les outils numériques. Et je me suis un peu battue sur ça. Alors j'ai réussi à faire des petits trucs, mais moi j'étais pas câblée pour faire ça vraiment. On parle pas d'Excel en plus là, je veux dire, ça doit être des logiciels. C'était pas si compliqué, mais c'était des petites méthodes par éléments finis où on fait des modèles, on découpe en plein de petites cases et on fait calculer des équations dans chaque case. Ouais, ok. C'est assez, pour quelqu'un qui sait faire, c'est assez simple. Ouais. Mais bon, j'ai réussi à faire des petits modèles simples qui arrivaient à expliquer quelques aspects, donc j'étais plutôt contente, mais je suis pas allée très très loin en modélisation. Moi, c'était pas mon cœur du métier quand même. Okay. Ouais, du coup, tu partais pas, tout ce que tu as fait en expérimental, c'était de la théorique, t'es pas parti d'un modèle qui t'a dit ça devrait se passer comme ça, prends ces paramètres. Alors j'ai essayé. Et puis quand j'ai essayé en expérimental, ça n'a pas du tout donné ce que j'avais prédit. Donc j'ai un peu... Moi, j'ai vraiment les modèles, je trouvais qu'ils disaient un peu ce qu'ils voulaient. Il y avait juste à changer un peu les paramètres. Tu dis, oui, ça marche. Et en fait, quand tu essayes, non, ça marche pas du tout. Donc, je me suis plus axée sur il faut que je comprenne ce qui se passe dans ce four et la chimie qui s'y passe. Et quand j'aurai compris, je le prends ce que j'ai compris et je mets dans mon modèle. Et là, souvent, ça collait. Okay. Mais l'inverse, non, ça collait pas. La prédictabilité du modèle n'était pas folle. Non. Ok.
Et d'un point de vue reproductibilité du four, est-ce que en utilisant, une fois que tu as appris à le maîtriser, en utilisant les mêmes paramètres, les mêmes temps, est-ce que tu as arrivé quand même à obtenir des pièces comparables ou vraiment il y a une grosse variabilité? Ouais, ça a été difficile, ouais, des fois. Ok. C'est un procédé qui est qui est complexe et c'est rare d'avoir même en industrie, en Ouais. fait. Ils ont des gros fours industriels et de part et d'autre de leur four, il peut y avoir des grosses différences. C'est ça qui est assez compliqué dans ce procédé-là. Ouais, ok. C'est un peu typique de ces procédés qui sont très compliqués et suivant où est positionnée la pièce, est-ce qu'elle était bien mise ou est-ce qu'il n'y a pas le thermocouple qui a bougé et qui régule pas de la même manière. Ça, j'ai eu pas mal de soucis sur ces grosses machines, c'est assez courant. Parce que là, d'un point de vue néophyte, j'imagine aussi qu'il faut que le gaz il soit réparti uniformément dans la chambre. Et je ne sais pas si tu as un contrôle là-dessus. Comment tu fais On fait ce qu'on peut. Ouais. On essaye de mettre la pièce toujours au même endroit, la même position, Ouais, ok. la même taille, pour que ce soit le plus reproductible possible, mais c'est pas facile. Ouais, ok. Pour qu'on se fasse une idée, la pièce finale dans le moteur, elle fait quelle taille et la pièce que toi tu fabriques, elle fait quelle taille pour qu'on voit la différence de ce que tu prédis et de ce que tu arrives à faire en expérimental. Moi, j'étais loin de la pièce du moteur. Je pense que la question se pose. Moi, je faisais des petites plaques. Ouais, Alors, mais ça fait genre quelle taille une petite plaque une petite plaque de 10 sur 10 sur 3 mm, quoi. 3 Ok. mm d'épaisseur, alors des fois 6. Enfin, ça dépendait. J'ai essayé plein de types de préformes, mais une pièce d'avion, ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Donc, moi, vraiment, c'était sur des matériaux plats, alors que, Oui, pas- in fine, c'est pas le but. Hein, mais Oui. là, c'était vraiment le début, quoi. Ok. Non, parce que je me dis, si t'es à l'échelle nanométrique et que le truc il doit faire 50 mètres, on t'es sur une échelle quand même assez différente. Tu vois. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, ce que tu veux, c'est valider. Oui, on n'est la vraiment pas théorie. à la mise en forme, quoi. Oui, c'est Ouais. sûr. Mais déjà, s'il galère à faire ta pièce de façon uniforme sur 3 mm, s'il doit en faire 10 mètres, Ouais. je pense que ça va être plus Mais compliqué. ça, c'est le motoriste, ils se débrouilleront après. Ouais, c'est ça. C'est l'étape pour problème de Et quelqu'un ça, d'autre. c'est les ingés et les techs de là-bas. Ouais, Ils voilà, se c'est débrouillent. ça. Ok, trop bien. Peut-être qu'on peut glisser vers des résultats un peu, vu que tu nous as dit que tu allais bientôt soutenir. Ça veut dire que tu as des résultats et un manuscrit bien écrit, tout complet. Oui. Ouais, j'essaie de te mettre la pression, mais apparemment c'est bon. t'es Mais à oui, jour. d'ailleurs, je lui avais dit, mais si tu soutiens dans moins d'un mois, si tu veux, on enregistre après, c'est pas Non, grave. Elle non. me fait, non, Ça c'est fait bon, réviser. tranquille, justement. Bah ouais, J'ai le temps. D'accord. C'est Donc, cool, hein. est-ce que tu peux nous dire ce que tu as obtenu? Est-ce que tu as eu des densités que tu t'étais fixé comme objectif ou est-ce que tu en étais loin? Est-ce que le bilan, c'est que le four, il est nul? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, il y a eu, alors, je peux pas tout vous dire, Ouais, bien mais sûr. il y a normal. différents aspects qui sont quand même intéressants sur la chimie. En fait, le but c'est un travail de recherche. Donc, au final, fabriquer une pièce, on s'en fiche. Ouais. Mais c'est par contre avoir compris qu'est-ce qui se passe dans ce four, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chimie, au niveau de la thermique. Et tout ça, j'ai réussi à avoir quelques réponses après moult essais. Péripéties avec le four. Ouais, vraiment, je pense que jusqu'à la fin de la 2e année, j'avais rien. Vraiment, c'est que des ratés, que des choses que je comprenais pas, que j'arrivais pas à expliquer. C'était pas des ratés, c'était des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Et je me suis dit, mais on peut pas écrire une thèse si... Je peux pas juste dire, j'ai eu ça. Non, je peux Et pas. je sais pas pourquoi. Il faut dire pourquoi, c'est le but du travail. Tout à Donc, fait. ouais, c'est vraiment en 3e année qu'il y a un peu tout qui s'est débloqué et que j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit une phrase. Il y en a, et là, il y a tout qui s'est éclairé. Je fais, mais oui, c'est ça. Sur les mécanismes chimiques qui peuvent s'y passer. En fait, au début, j'étais plutôt bloquée sur la littérature. Au début, je me suis basée surtout sur ça. Et en fait, ça m'a un peu bloquée. Et c'est que, voilà, en 3e année, je me suis dit, bon, je vais sortir un peu de ce que je pensais être la vérité. Et finalement, j'ai quelques personnes qui m'ont dit une phrase, il y a tout qui s'est éclairé. Et là, j'ai pu proposer des hypothèses, des mécanismes. C'est aussi en conférence où j'ai trouvé des réponses sur quelque chose qui avait un peu rien à voir. Quelqu'un qui avait présenté quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, moi aussi, il y a peut-être ce phénomène-là qui pourrait intervenir. Et en fait, je pense qu'il y était. Et c'est un phénomène que moi, je connaissais pas. Ouais. Qui n'était pas forcément présent dans la littérature ou que tu n'as pas retrouvé facilement. Qu'on n'avait pas associé à ce procédé-là. Mmh. En fait, il était associé à d'autres choses. Par exemple, voilà, c'était quelque chose sur le gradient thermique.
liés à un gradient thermique, mais des gradients thermiques, des fois, il y en a dans plein de procédés. Et là, c'était quand ils visaient avec un laser. Là où on pointe avec le laser, entre la chambre et le laser, il y a un gradient thermique dans le gaz. Et moi aussi, j'avais la même chose, mais dans ma pièce. Ouais. Et je ne savais pas que ce phénomène pouvait être là. Et c'est voilà, vraiment à la fin où il y a tout qui s'est éclairé. Et j'ai pu faire un petit truc pas trop mal. Ok, trop bien. Ouais. Sur les propriétés que tu arrives à obtenir et tout ça c'est confidentiel, on peut pas spécialement en parler. Ouais, je peux pas trop m'étaler dessus. Bon, pas de souci, c'est déjà cool. Déjà que tu aies mieux compris ton mécanisme lié au four, que tu l'aurais pas dit à la fin de la thèse. Bon, je pense qu'on peut le jeter, il nous sert à rien. Il a coûté 5 millions, mais bon, on peut le mettre à la poubelle, il marche pas. Je suis désolée. Mais juste pour un rappel pour ceux qui nous écoutent et qui sont en sciences expérimentales et qui ont ce même truc de tu essaies des trucs, il n'y a rien qui marche. C'est assez classique de la science expérimentale. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire encore ou qu'on pense que ça marche comme ça, on teste et ça marche pas ou ça fait quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Et du coup, le pourquoi ça fait ça, c'est le plus dur à trouver. En fait. Voilà, je pense à ceux qui travaillent sur les virus qu'ils injectent dans le cerveau pour faire migrer entre les neurones, ceux qui travaillent avec ça quand nous on était en master, mais à chaque fois qu'ils faisaient des expérimentations, ça donnait des résultats différents, ils étaient là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait pas ce que c'est censé faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça se débloque avec le temps, mais c'est juste le... Et des fois, on trouve pas. Hein. Et des fois, on met des années à trouver. C'est sûr. Et des fois, il faut faire des ponts entre des disciplines pour faire « Ah, mais c'est ça !» C'est pas toujours un happy ending, malheureusement. Non. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose que tu dis. Le côté gradient de température, on peut l'utiliser dans des domaines hyper variés. Et toi, en 3 ans, tu vas pas pouvoir devenir expert du gradient de température dans l'ensemble des domaines dans lesquels il est utilisé, mais essayer d'aller voir des conférences sur les différentes méthodes que tu utilises dans d'autres contextes, ça peut clairement t'aider, puisque tu vas pouvoir créer des ponts qui vont même te paraître évidents une fois que tu les as sous les yeux, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on souvent on nous le conseille, mais en fait, on prend pas trop le temps d'aller dans des conférences, mais des fois des conférences qui sont pas forcément pile sur notre sujet. Ouais, pas spécifique. Un truc un peu annexe ou des fois complètement différent. Ou d'écouter des podcasts différents ou connaître des gens différents pour ouvrir un peu son esprit et essayer d'aller piocher des idées un peu à droite, à gauche. Et c'est comme ça qu'en fait, on avance. Mais c'est vrai que quand on est plongé dans notre thèse, on se dit, mais j'ai tellement déjà à apprendre sur mon sujet que j'ai un peu la flemme d'aller m'intéresser à d'autres choses. C'est clair. C'est littéralement quand tu rentres dans la thèse, le truc le plus compliqué, c'est ça. C'est tu te dis que tu as au moins 1 an de biblio où tu vas genre en manger. Les gens avec qui tu travailles, ils sont experts du sujet. Toi, tu te débarques, tu connais rien dessus. Donc, tu es forcément happé par ce truc-là. Et tu as tendance à aller vers des congrès hyper spécifiques parce que c'est ton sujet, mais en même temps, c'est des papiers que tu lis déjà. Donc, tu n'apprends pas forcément des trucs nouveaux. À moins qu'ils aient importé de nouvelles techniques par d'autres biais. Mais sinon... Puis souvent, des fois, en conférence, tout le monde fait un peu la même chose. Enfin, je sais pas trop les autres domaines, mais puisque là, le domaine dans lequel je travaille, c'est assez stratégique. Donc, il y a de la recherche académique dessus, mais aussi beaucoup d'industriels qui sont dessus. Et je vais en conférence, mais j'en montre pas trop. Donc, en fait, finalement, sur notre sujet et notre domaine, on est assez déçus des conférences parce qu'ils disent pas en détail ce qu'ils font. Ouais, c'est pas ouvert, t'as pas la liste de tous les matériaux dans la quantité, les machins. Non, t'as ils disent pas. Pile pas les détails que tu veux. Ouais, en fait. voilà. Donc toi, tu as besoin pour savoir pourquoi moi ça fait ça. Voilà, ils le disent pas. Donc en fait, faut aller chercher un peu l'inspiration ailleurs parce que c'est pas le concurrent américain qui le dira, quoi. C'est sûr. C'est sûr. De toute façon, c'est le point. Enfin, il y a plein de points forts à une thèse CIFRE et il y a aussi des points qui sont plus contraignants et notamment devoir garder certaines données confidentielles, ce qui est compréhensible, mais qui peut rendre les choses difficiles pour avancer avec des collègues ou ses pairs, quoi. Donc, ok, cool. Est-ce que on a d'autres choses à dire spécifiquement sur ta thèse, des points que tu aimerais aborder, que ce soit dans la méthode ou dans les résultats? Bon, après, je pense que j'ai eu un parcours assez classique. Ça s'est plutôt bien passé pour ma part. C'est peut-être l'encadrement des thèses, ça joue vachement sur comment ça va se dérouler. Moi, j'ai eu de la chance, ça va. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, ça se passe pas très bien. Alors, on m'a toujours dit, tu vas avoir un sujet complètement nul et avoir un super encadrement et ça se passe bien, et un super sujet mais un mauvais encadrement et ça se passe super mal.
Non, mais je pense qu'après, avec un peu de volonté, souvent ça se débloque et on arrive à faire quelque chose à chaque fois. Dans l'ensemble, ouais. Mais bon, c'est sûr que s'il y a bien un truc qui se dégage de nos épisodes, c'est la nécessité d'un bon encadrement. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe quand même bien. Et on a vu qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé des recours pour aussi avoir des alternatives quand ça se passe vraiment mal. Pour quitter la thèse. C'est ça. On peut trouver des solutions. Pratico-pratique, comment quitter cette thèse et arrêter de me faire harceler. C'était un peu ça le sujet. Et du coup, maintenant que tu touches au but, est-ce que tu as des perspectives ? Est-ce que la recherche, c'est définitivement pour toi ? Est-ce que tu n'en peux plus ? Est-ce que tu as des plans ou est-ce que tu verras ? Alors, je pense que moi, je n'ai pas du tout été dégoûtée de mon sujet. La recherche ne m'a pas du tout dégoûtée. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par l'industrie. Même si j'adore, au final, je crois que en réalité, je pourrais refaire une thèse tellement j'aime bien m'attaquer à des nouveaux sujets. Mais bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien m'orienter vers l'industrie. Alors, j'aurais bien aimé continuer de travailler sur mon sujet de thèse, mais c'est un sujet hyper restreint. Il y a très peu de monde en France qui travaille sur ça. Donc, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait la bonne opportunité. Ouais. Donc ça aurait été mon cas idéal, faire la même chose, mais dans l'industrie. Et après, on peut faire plein de choses. Donc, je pense que je vais chercher un poste dans l'industrie, de préférence le spatial. C'est vrai que là, c'est très aéro, mais moi, j'aime bien le spatial. C'était toujours quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, et tu penses rester sur... pareil, de la fabrication ou il y a d'autres domaines dans l'industrie qui pourraient t'intéresser ? Pour le moment, j'ai un profil très R&D. Donc, c'est vrai que intuitivement, je pourrais plus me vendre là-dessus. Mais la production aussi, ça me plaît bien. Parce que du coup, par exemple, ces matériaux que je connais très bien, je les ai décortiqués pendant des années. Maintenant, j'aimerais bien les fabriquer. Pour de vrai. Pour de vrai, pour que ça soit sur des vrais... donc, c'est les fusées surtout. Alors, aujourd'hui, c'est pas utilisé sur les avions civils, c'est utilisé sur les avions militaires. Et il y a aussi Ariane Group qui utilise ces matériaux pour faire leur tuyère de leur dernière fusée, là, qui a décollé plusieurs fois avec succès. Et j'aimerais bien faire partie de ce monde. Ok, trop bien. Écoute, on te le souhaite. On te le souhaite, c'est sûr. De trouver ce que tu recherches. Pour finir sur la thèse, avant qu'on passe au ROCO et tout ça, question, qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse déjà pour te sortir un peu la tête de l'eau ? Parce que tu travailles à la fois chez Safran, à la fois tu fais une thèse, donc je suppose que tu as un rendement à donner et que ça doit envoyer. Est-ce que tu fais des activités en dehors pour t'aérer l'esprit ? C'est vrai que c'est super dur de sortir de son sujet. C'est vrai que quand on rentre chez soi, on culpabilise même de s'arrêter. Et on a tendance à faire des horaires de dingue. Mais je me suis mise au sport. Alors, je me suis un peu plus mise à la salle de sport. Je fais des cours collectifs. Je fais du body pump. Je me suis mise à la course à pied. Je fais les petits challenges du ruban rose tous les ans. C'est bien ça. Voilà. Et puis je fais un peu de dessin. Donc le sport, on nous recommande souvent le sport. Hein. C'est marrant comme les doctorants en fait ils font masse de sport juste parce qu'on fait tourner nos méninges à fond pendant des heures, donc en vrai aller se défouler, même si moi j'avais un peu de pratique en fait, c'était pas très physique ce que je faisais, je piétinais peut-être beaucoup dans mon labo, mais c'était pas se défouler vraiment. Tu fais pas partie des gens qui travaillent sur les trucs de la préhistoire, qui fabriquent des flèches et après qui les lancent contre le mur 14 fois par jour pour voir ce que ça fait. Non. ça défoule, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça me semble rare comme mais c'est pas ce que faisait Anaïs, tester des outils. Si, mais... Voilà. Alors c'est rare, mais il y en a qui font vraiment ça dans leur labo. L'archéologie, c'est cool. C'est un peu rigolo quand même. C'est sûr. Alors ça, on sait pas à quoi ça sert. Si on le lance, ça fait quoi? Trop bien.
On a fait un bon tour. J'espère que ça a été suffisamment compréhensible pour les néophytes de la chimie et des matériaux. C'est toujours des sujets qui sont pas évidents à vulgariser. C'est pas comme quand on parle de politique ou voilà, des choses qui les gens ont bien compris. Là, c'est sûr que. Mais bon, je pense qu'on a bien fait le travail. On n'est pas rentré on n'a pas donné le nom de tous les composés qui sont utilisés. Non, je fais pas trop. Ouais. On aurait pu vous embêter avec ça, mais on ne le fera pas. On fera pas un test de formule à la fin pour savoir si vous avez bien suivi de quel. Ouais. On envoie ces calculs et tu résolvez l'équation s'il vous plaît. Mais trop cool, ça fait longtemps qu'en plus nous on n'avait pas fait un sujet de sciences dures de chimie notamment, donc c'est cool. Ouais. La dernière c'était Axel sur la fabrication des molécules avec la lumière. Et donc avant de se quitter, on va peut-être faire des recommandations, des trucs qu'on a kiffé en ce moment, des trucs qu'on veut partager. Est-ce que tu veux commencer, Natacha? Est-ce que tu as quelque chose à... Alors, je savais pas trop ce que vous vouliez... On veut n'importe quoi. Honnêtement, c'est un truc que tu as envie que les gens découvrent, ou même un truc que tu kiffes et que tu veux même pas partager. Mais... Un épisode sur 2, c'est jeux vidéo. Donc, c'est vrai. Oui. Parce qu'au début, j'avais choisi... j'avais pris un livre, mais vraiment, c'est un livre sur les CMC, sur mes matériaux. Et le livre, il est entièrement sur les matériaux. Il y a toutes les applications et tout ça. Mais c'est un peu pompeux, peut-être. Après, s'il y a des fans de matériaux, on peut le mettre en description. Hein. Ouais, ça s'appelle Composite à matrice céramique, un tour d'horizon. Et ça a été écrit par tous les acteurs français donc, sur ces composites. Et du coup, il y a MBDA, il y a le CEA, il y a Ariane Group, il y a Safran qui raconte tout ce qu'ils font et comment ils font et comment ils les testent et qu'est-ce qu'ils fabriquent et pourquoi. Enfin, voilà quoi. Et c'est un peu pompeux peut-être. Non, mais il y aura peut-être des fans, mais tu peux faire une autre recommandation si tu veux. Voilà. Après, ça n'a vraiment rien à voir, mais moi j'aime beaucoup m'intéresser à différents sujets scientifiques. J'ai entendu que vous aviez parlé de fouloscopie, donc je regarde pas mal aussi. On peut faire un petit rappel, Mais moi, il y a une autre scientifique que j'adore, je ne sais pas si vous en aviez parlé, c'est Audrey Dussutour, qui est DR à Toulouse, et elle travaille justement avec le personnage qui fait fouloscopie. C'est tous les deux des chercheurs qui sont à Toulouse, et donc elle travaille sur le blob. Je ne sais pas si vous connaissez. Le blob, je connais de nom. Ouais, pareil, mais sans plus. Donc le blob, c'est un organisme unicellulaire qui n'est pas un champignon, qui n'est pas une plante, qui n'est pas un animal. Il a un comportement très particulier parce que du coup, il cherche de la nourriture de manière intelligente. Et c'est une sorte un truc un peu gluant qui te balade dans les sous-bois. Je suis sûre qu'on a déjà tout le monde a mis la main dedans une fois en se disant mais c'est quoi ce truc dégueu? Souvent c'est jaune ou orange pétant. Et il a des propriétés un peu extraordinaires. Il est capable d'apprendre à chercher sa nourriture, à aimer quelque chose qu'il n'aime pas. À la fin il l'apprécie. Il peut apprendre à un autre blob à aimer quelque chose qu'il n'aime pas. Et en fait c'est un truc hyper marrant parce qu'on peut le sécher sur un buvard et dès qu'on remet de l'eau il reprend vie et c'est un truc qui double de taille tous les jours, donc à la fin on peut faire ça chez soi. Il bouffe des flocons d'avoine et on se retrouve avec la salle de sport après. Et à la fin on se retrouve avec des quantités de blobs genre qui font des centimètres carrés, on sait plus quoi en foutre. Il sort de la boîte quand il a trop faim. Et c'est un truc un peu gluant et les enfants ils peuvent acheter ces petits trucs et on peut les élever et tout. Tu un blob de compagnie quoi. Oui. Mais sauf qu'à la fin ça devient un peu envahissant parce qu'il mange trop et il grossit trop et à la fin on sait plus quoi en faire. Des fois je le mettais dans la poubelle du coup il sortait de la poubelle et c'était l'invasion. Voilà. C'est pas dangereux et c'est hyper marrant à élever. Ok, ça marche. Mais j'avoue c'est hyper marrant. Moi j'avais des images en tête de vidéos de vulgarisation sur le sujet, mais j'avais pas le concept derrière le machin que tu peux élever chez toi et qui mange tout. Ils l'ont envoyé dans l'espace et tout pour voir est-ce que il pouvait. Et il survit. Oui, il survit pas dehors, mais c'était pour voir est-ce qu'il pouvait faire des colonnes pour aller chercher de la nourriture quand il n'y a pas de gravité, pour se nourrir et faire des configurations un peu bizarres pour aller chercher à manger. Ok. Et du coup, Audrey Dussutour, qui est directrice de recherche, elle a fait tout un projet avec des enfants
pour envoyer ce blob dans l'espace. Et elle l'étudie, voilà. C'est la spécialiste mondiale. J'adore cette femme, elle est trop marrante. Stylée. Trop cool, très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ça. Ouais. Elle fait des vidéos ou des trucs sur YouTube. C'est ça, il y a même des tutos sur YouTube qui permettent d'expliquer comment on réveille un blob, comment on l'élève, comment on lui donne à manger, comment on le rendort. Ok, trop marrant. Trop bien. Toi, Laura, tu as quelque chose à nous proposer ? Ouais, parce que l'épisode il va sortir la semaine prochaine et 2 jours après, donc le 23 octobre, ce sera le Notcast Pod en live. Alors, comment expliquer ça ? En gros, Jean, qui a créé le podcast Taisez-vous avec Robin, il est plus sur Taisez-vous, mais il a créé un autre podcast avec un de ses meilleurs amis qui s'appelle aussi Robin. Et ce podcast, il s'appelle Notcast Pod, parce qu'ils sont hyper drôles, ils font des super jeux de mots, c'est sa caractéristique principale à Jean. Et en fait, ce qu'ils font dans ce podcast de base, c'est qu'ils lisent des notes sur le téléphone. Et en fait, ils ont décidé de faire un live avec un peu plus de jeux, un peu plus interactif avec du public. Et ils ont invité, notamment pour cet épisode en live, Robin, qui a créé le podcast avec lui, et Tom, qui est drag queen, qui est Manté Mauve, drag queen de Bordeaux. Et du coup, ils ont décidé de faire des jeux, des roasts, des choses et autres, des discussions autour du drag. Ça sera la semaine prochaine et ça sera à l'Atelier B. C'est entre Place du Palais et Porte de Bourgogne, à peu près vers le Frog et tout ça. À Bordeaux. À Bordeaux, évidemment. Oui, je parle de... Mais oui, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est à Bordeaux, mais dans ma tête, c'était logique. Et ça sera à 19h. Et l'inscription, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Et du coup, n'hésitez pas, parce que je pense qu'ils n'ont pas rempli le bar. Donc voilà, si vous voulez venir voir un show un peu étrange, qui sûrement va être drôle, parce que Tom est très drôle et Robin est très drôle, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas drôle. N'hésitez pas à écouter leur épisode aussi, parce que du coup, c'est un podcast... disons cousin à nous. Ouais. On a un lien de parenté. Laura est passée là-bas. Robin est passé 2 fois, je crois. Robin aussi. Moi, l'épisode de Tom, j'ai adoré. Ils font du JDR et tout, c'est super. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà. Et toi ? Et moi, j'ai pensé à un truc. En fait, c'est en train d'être republié sur YouTube récemment, mais c'est une émission de télé ancienne qui est Cache Investigation, Élise Lucet, dont je suis fan du travail, et elle et évidemment toute son équipe, parce que c'est un boulot énorme qu'ils font. Je trouve que l'émission, elle est super. Les épisodes, ils sont en train d'être réuploadés sur YouTube, donc c'est des trucs qui datent un peu. Mais en fait, c'est des sujets qui sont... tellement grand, et bon, ça reste d'actualité, quoi. Ça parle d'écologie, de politique, de lobbyisme, de plein de trucs pas marrants. Donc bon, c'est vrai qu'il faut être dans un mood quand même pour les regarder, parce que ça te montre tout ce qui va pas et à quel point ça bouge pas, même quand on le montre aux yeux du public. Donc ça peut être... on se sent un peu impuissant en regardant ça, mais c'est bien d'être au courant je pense, de ces sujets, de savoir exactement contre quoi on se bat. Le capitalisme, voilà. on le glisse. Mais... Je crois qu'il y a la loi Omnibus qui va passer au Parlement dans pas longtemps, européen, qui est un peu un truc sur revoir un peu le secret des affaires et la transparence des entreprises et des obligations qu'ils ont vis-à-vis de l'écologie, tout ça. Donc, pas ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à vous regarder ça. C'est hyper intéressant. C'est du journalisme comme on aimerait en voir plein. Et beaucoup de langue de bois de la part des personnes interviewées. Oui, des séquences très drôles quand quelqu'un est mis face à sa bêtise et ne sait pas quoi répondre. Mais je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes sûr que vous l'avez pas... La photo, vous l'avez truquée, vous l'avez faite vous-même ? Non, c'est un document officiel en fait. Je sais pas quoi vous dire. Enfin bref, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre Patreon. Il y a toujours une petite pièce à lâcher si vous pouvez vous le permettre. Abonnez-vous sur Instagram. Si vous voulez passer, vous mettez un petit DM. Si vous connaissez quelqu'un qui veut passer, vous lui dites de venir sur notre Instagram et de nous contacter. Il y a le mail aussi en description si jamais vous voulez faire un peu le truc formel par mail. C'est facile de nous contacter si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas. Si vous voulez venir, envoyez un mail. On cherche toujours des personnes, donc vraiment vous dites pas, de toute façon ils en ont sûrement plein, ça sert à rien. Nous on cherche tout le temps, peu importe le sujet, qu'il soit facile ou pas à vulgariser, il y a tout qui nous intéresse, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Natacha d'être venue. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était super. Est-ce que tu as un mot de la fin, Laura ? Pamplemousse. Ok, et c'est là-dessus. Je suis vieille. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. On se dit à la prochaine. Salut. Salut. Merci.